Salam alaikum, Azul, Fillaouen, alhamdoulilah, rakom gah bkhair. Le thème de cette vidéo, c'est d'essayer de voir ensemble pourquoi l'État français tient absolument à avoir sur son territoire français deux personnages qui étaient en charge du ministère de l'Industrie. Il s'agit de Abdeslam Bouchouareb, qui a été à deux reprises ministre de l'Industrie en Algérie, entre 1996 et 1997, puis ensuite de 2014 à 2017, et cet auteur algéro-français qui était d'abord fonctionnaire au ministère de l'Industrie, au moment même où Abdeslam Bouchouareb était ministre, c'est-à-dire entre 1996 et 1997. Oui, ces deux personnages ont un point commun, c'est que tous les deux s'occupaient des affaires liées au ministère de l'Industrie. Abdeslam Bouchouareb, ministre, et cet auteur algéro-français, directeur central de l'Industrie. L'autre point commun de ces deux personnages, c'est que tous les deux étaient au sommet de Davos en 1996. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Suite à une vidéo diffusée par le Mossad, on l'entend discuter avec des Israéliens sur la stratégie qui a été mise en place pour essayer de normaliser les relations entre l'Algérie et Tel Aviv. Donc ces deux personnages, en plus d'avoir été au ministère de l'Industrie, à la même période, sont aussi des agents de normalisation avec Tel Aviv et les défenseurs des intérêts français en Algérie. Vous avez vu comment ce monsieur parle de l'Algérie, vous avez vu comment il parle de l'islam, il a appelé à fermer toutes les mosquées en France, et vous avez vu ce cher monsieur défendre bec et ongle les intérêts de la France lorsqu'il était à deux reprises ministre de l'Industrie, et vous avez vu les relations privilégiées qu'il a avec l'actuel président de la République, Emmanuel Macron. Vous voyez, une complicité extraordinaire que je vous ai déjà à plusieurs reprises montré, mais je vous le remontre pour les besoins de cette vidéo. Donc là, c'est quand ils étaient tous les deux en charge de l'économie et de la France et de l'Algérie entre 2014 et 2017. Donc c'est une complicité qui est presque incestueuse. Et la photo la plus terrible, c'est celle où ils se trouvent tous les deux en pleine nuit devant l'aéroport donc de Houari Boumediene à Alger, un certain 11 novembre 2014, alors que normalement tous les hommes politiques français fêtent la fin de la Première Guerre mondiale le 11 novembre 1918, et je vous ai déjà montré le 3 décembre 2014. Emmanuel Macron, dans son agenda, recevait Abdeslam Bouchouareb et signait avec lui 8 protocoles d'accord. C'est écrit noir sur blanc. Signature de 8 protocoles. Je n'invente rien, parce que c'est important de comprendre le lien entre les deux affaires, entre ces deux hommes, et je vous ai montré, évidemment, le compte de monsieur Abdeslam Bouchouareb, qui, dès qu'il est rentré au ministère de l'Industrie, en avril 2015, il a ouvert un compte pour, évidemment, transférer de l'argent dans un compte suisse, luxembourgeois et panaméen. Donc ces deux personnages sont extrêmement importants pour la France, très importants. Mais notre pays, comment peut-il se positionner dans cette affaire qui concerne deux Algériens, au final? La France a une stratégie qui est très claire. C'est protéger ces hommes dans le système algérien qui défendent ses intérêts. À l'époque, c'était des intérêts pour normaliser les relations entre l'Algérie et Tel Aviv.
Ensuite, c'était les intérêts des entreprises françaises en Algérie, comme Lafarge, comme BNP ou comme Total. Et aujourd'hui, c'est défendre des intérêts, j'aimerais dire, culturels, par exemple la laïcité, une lutte farouche contre tout ce qui ressemble de près ou de loin à la religion musulmane. Donc, la stratégie française est très claire. C'est avoir ses propres hommes qui permettent de défendre la francophonie ou les intérêts de la France en général. Et dans cette perspective, la France défend l'auteur algéro-français qui est aujourd'hui à l'hôpital, Mustapha Bacha d'Alger. Ça lui permet quoi à la France? Ça lui permet de salir l'image de l'Algérie, de ses institutions, en disant que c'est un pays corrompu. Incroyable, hein, elle dit que c'est un pays corrompu, un pays autoritaire et qui ne respecte pas les droits de l'homme. Et un exemple, l'avocat de cet auteur algéro-français avait dit que l'Algérie ne voulait pas lui accorder un visa, alors que moi-même, qui suis écrivain, vous le savez, j'ai publié 6 livres, les consulats d'Alger et d'Oran avaient refusé aussi d'accorder un visa à mon avocat, Maître Chouhra Abdelkader. Voici la preuve. Consulat d'Alger, consulat d'Oran. Donc les dates, c'est très simple. La première date, c'était le 18 septembre 2023. C'est ici, 18 septembre 2023. Et le deuxième refus, je vous le dis tout de suite, c'était le 4 décembre 2023. Voilà, je n'invente rien, ce sont des documents officiels. Et en plus de cela, la France dit « mais l'Algérie a obligé cet auteur algéro-français à prendre un avocat qui ne serait pas juif. Mais la France m'a imposé un avocat juif au barreau de Créteil. Et moi, je l'ai refusé. Et il s'est quand même imposé. Lorsque, après ma garde à vue, le 5 au 6 octobre 2023, j'ai été présenté devant un juge et il voulait absolument m'imposer cet avocat juif. Moi, j'ai rien contre les juifs, les chrétiens, les bouddhistes ou les musulmans ou les agnostiques. Mais pourquoi la France voulait et m'a imposé un avocat juif? Bref, tout ça pour dire que j'ai pu trouver les arguments pour neutraliser les attaques de cet avocat français, qui est l'avocat aussi du génocidaire Netanyahou, qui a voulu montrer que l'Algérie non seulement était autoritaire, ne respectait pas les libertés publiques, mais en même temps qu'elle était antisémite. Et le bon Dieu a voulu que sur ces 2 points, j'ai des éléments qui permettent de neutraliser les attaques de l'avocat de cet auteur algéro-français qui s'appelle Maître François Zimret. Donc il avait menacé l'Algérie de porter plainte auprès des instances de l'ONU parce que l'Algérie refusait de lui accorder un visa. Et j'avais dit que s'il portait plainte, nous aussi, avec Maître Chouhra Abdelkader, nous allions aussi porter plainte contre la France auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ensuite, il a modifié son discours en disant qu'il allait saisir les instances de l'ONU pour dire que cet auteur algéro-français était détenu de façon arbitraire. Donc, il a changé de fusil d'épaule. En tout état de cause, dès qu'il va porter plainte, nous allons aussi porter plainte au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, car nous avons des arguments de nature à défendre la position algérienne et surtout à montrer que la France elle-même ne respecte pas les droits des présumés coupables ou présumés innocents. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser est la suivante. La France, elle sait très bien ce qu'elle fait en défendant cet auteur algéro-français. Mais l'Algérie, est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait? Quelle est sa stratégie? Qu'est-ce que notre pays essaye d'atteindre comme objectif dans le cadre de cette affaire de l'auteur algéro-français? Car jusqu'à maintenant, nous ne prenons que des coups des médias français, des coups des intellectuels français, des coups des hommes politiques français, des coups des diplomates français et des coups
des membres de la société civile, notamment des juges français. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on gagne dans cette affaire? Est-ce que dans ce bras de fer que le ministre de l'Intérieur français a décidé d'enclencher contre nous, est-ce que nous allons sortir vainqueurs de ce bras de fer ou pas? Car le ministre de l'Intérieur, le fait d'avoir engagé ce bras de fer de ce rapport de force, lui, il sait pourquoi il fait ça. C'est pour gagner des points dans les sondages et de devenir en mai prochain le président du Parti Les Républicains et ensuite, en avril-mai 2027, devenir le prochain président de la République française. Donc, il a une stratégie politique en instrumentalisant cette affaire de l'auteur algéro-français. Mais notre pays, quelle est notre stratégie? Car, au début, c'était pour infléchir la position du président français, M. Emmanuel Macron, au sujet de la question du Sahara occidental. Mais nous voyons bien que l'ensemble de l'intelligentsia française approuve la position du président de la République. Ce qui veut dire que malgré tous les arguments que l'Algérie peut avancer, notamment des arguments qui sont liés au droit international, nous ne réussirons pas en l'état à infléchir la position du président français au sujet du dossier du Sahara occidental. Donc, à mon sens, je crois que notre pays n'a pas de lisibilité par rapport au dossier de cet auteur algéro-français. Car, d'un point de vue algérien, il est évident que les positions intellectuelles de cet auteur algéro-français sont inadmissibles et condamnables. Et c'est la raison pour laquelle je propose à notre pays, à notre justice, de juger très rapidement cet auteur algéro-français, de le condamner, étant donné les propos qu'il a tenus, et ainsi, le fait d'être jugé et condamné va clarifier la position de l'Algérie et ainsi la France ou d'autres parties prenantes vont savoir à quoi s'en tenir. Je crois que l'Algérie doit faire exactement ce qu'elle a fait avec les anciens ministres corrompus. Que ce soit ceux qui sont en prison actuellement ou ceux qui sont en fuite, comme Abdeslam Bouchouareb. Abdeslam Bouchouareb, l'Algérie n'a pas hésité à le condamner par défaut à 5 peines de 20 ans de prison ferme. La position de l'Algérie et la position de la justice algérienne a été extrêmement claire. Et l'Algérie avait des arguments que je viens de vous montrer au sujet de Abdeslam Bouchouareb, que c'est un homme corrompu et qui a été condamné sur la base d'éléments de corruption objectifs, vérifiables et qui ne souffrent d'aucun doute. Et à ce sujet, vous le savez, dès 2014, j'avais entamé des actions au sujet des biens mal acquis de ce personnage hautement éloigné des normes éthiques internationales. Donc je crois qu'il est temps pour notre pays de juger extrêmement rapidement cet auteur algéro-français, comme nous l'avons fait au sujet de cet ancien ministre de l'Industrie, M. Abdeslam Bouchouareb. C'est ce qui va permettre de clarifier la situation et ainsi on va cesser les attaques régulières de la presse française où, par exemple, des journaux comme Marianne parlent de chantage algérien ou des magazines comme Le Point qui parlent des réseaux du régime algérien. Je pense que ce n'est pas sain pour notre pays. Et à partir du moment où cet auteur algéro-français sera jugé et condamné, là, l'Algérie pourra actionner le deuxième volet de sa stratégie, si tant est qu'il y ait une stratégie, et je le souhaite de tout cœur. Ce deuxième point de la stratégie serait de faire ce que notre justice avait réussi à faire en 2013 au sujet du cas de Rafiq Khalifa. Vous savez que l'Algérie, la justice algérienne,
avait réussi à faire extrader d'Angleterre, et vous savez que l'Angleterre c'est un vrai pays des droits de l'homme, hein, depuis la mise en place de l'habeas corpus. Donc c'est pas facile de convaincre les autorités britanniques d'extrader un Algérien dans notre pays. Et pourtant, l'Algérie avait réussi. Regardez, dans toute la presse, je vous l'ai montré, je vous le remontre à nouveau, la Grande-Bretagne extrade Rafiq Khalifa en Algérie. Voilà, vous connaissez, j'ai passé 6 mois avec lui, donc je le connais très bien. C'est un homme absolument, sur le plan personnel, formidable et très intelligent. Je continue. Et ça, c'est le ministre de l'Intérieur anglais qui avait donné son accord pour l'extrader. Voilà, donc c'était dans toute la presse, hein, toute la presse à la fois internationale, française et algérienne. Donc c'était un vrai exploit que l'Algérie avait réussi à faire. Alors, comment l'Algérie a réussi à l'extrader? L'Algérie avait donné des garanties que M. Rafiq Khalifa serait dans une cellule, ou seul ou avec une autre personne, et que même s'il était déplacé dans d'autres prisons à l'intérieur de l'Algérie, ces prisons ne devaient pas être éloignées au-delà de 250 km de la capitale Alger, c'est-à-dire Béjaïa, Brouaguiya dans la région de Médéa, Chlef et donc Alger aussi. En plus de cela, l'Algérie avait dit, dans le cadre de cette convention judiciaire entre l'Algérie et le Royaume-Uni, que un membre de l'ambassade d'Angleterre pourrait à tout moment rendre visite à Rafiq Khalifa dans les prisons où il serait, de façon à s'assurer que cette convention judiciaire allait être respectée. Et l'Algérie a respecté cette convention avec l'Angleterre. Donc je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui l'Algérie ne peut pas offrir les mêmes conditions pour réussir l'extradition de l'ancien ministre de l'Industrie, Monsieur Abdeslam Bouchouareb. Il suffit de faire un copier-coller de la convention judiciaire qui a été signée avec l'Angleterre. Car comment, en tant qu'Algérien, on peut accepter qu'un avocat général français puisse dire publiquement: si on envoie Abdeslam Bouchouareb en Algérie, c'est pour y mourir. Et c'est de cette façon que le parquet s'est opposé à l'extradition de l'ex-ministre de l'Industrie. Ce n'est pas acceptable d'entendre pareille chose ou de lire pareille chose. Et comment l'avocat général justifie-t-il son refus d'extrader l'ancien ministre algérien de l'Industrie? Il justifie son refus car, dit-il, et pour l'instant je ne peux pas le vérifier, le ministère de la Justice algérien aurait dit que si Abdeslam Bouchouareb était extradé en Algérie, il serait avec d'autres prisonniers dans une salle qui ferait entre 100 mètres carrés et 150 mètres carrés. Si c'est vrai, et je n'ai pas la preuve, ça voudrait dire que le juge qui aurait, et je dis bien qui aurait au conditionnel écrit cela à l'avocat général, savait pertinemment qu'en disant qu'on allait mettre un ancien ministre au milieu de 80 à 100 autres prisonniers, il savait pertinemment que la France elle dirait non. Car la France, évidemment, ne peut pas accepter qu'un ministre qu'elle a chouchouté et qui défend les intérêts français puisse être dans une prison avec 80 ou 100 autres détenus de droit commun. C'est évident que la France refuserait. Donc je dis bien, si c'est vrai ce que dit l'avocat général, et comme vous le savez, parfois les Français ont une tendance à extrapoler et à s'inventer des scénarios. Donc moi, ce que je souhaiterais, c'est que l'Algérie, dans une perspective de transparence totale, puisse communiquer publiquement au travers de ses médias, que ce soit médias écrits, radiophoniques ou télévisuels, afin qu'ils puissent répondre à cet avocat général pour dire voici ce que nous avons donné comme garantie pour demander l'extradition de Abdeslam Bouchouareb, mais je ne pense pas que notre justice aurait fait cette erreur de dire que cet ancien ministre serait avec d'autres détenus de droit commun, alors qu'aucun ministre, et il y en a 20 qui sont emprisonnés depuis 2019,
n'a été incarcéré avec d'autres détenus de droit commun. Tous les ministres sont entre eux. Ou bien ils sont entre eux, hommes politiques, ou bien avec des hommes d'affaires. J'en suis témoin, puisque à Al-Qli'a où j'ai été et à Al-Harrach où j'ai été, je n'ai jamais vu un ministre avec un détenu de droit commun. Jamais. Vous savez qu'à Al-Qli'a, j'ai vu des ministres et des hommes d'affaires dans une cour où ils étaient tout seuls, et à Al-Harrach, j'ai vu l'ancien premier ministre Nordin Bedoui qui était seul, et tous les jours, il venait voir son avocat dans une pièce qui était juste en face de notre cellule collective. Il faut savoir que nous étions dans une cellule collective avec 17 autres détenus de droit commun, car vous savez, je suis simplement un simple citoyen algérien, je n'ai pas de statut politique, ni ministre, ni wali, ni quoi que ce soit, donc j'étais avec mes frères algériens, et tous les jours, et il y a 17 autres Algériens qui peuvent en témoigner, tous les jours, nous voyons passer en face de nous Nordin Bedoui avec son avocat en train de discuter, et la porte était ouverte. Donc, Aïni Teshhad, comme on dit en arabe. Donc tout ça pour vous dire que l'Algérie ne mélange jamais un homme politique ou un homme d'affaires avec d'autres détenus de droit commun. Ce qui signifie que je ne pense pas un seul instant que l'Algérie aurait pu envoyer à l'avocat général français d'Aix-en-Provence l'information suivante, c'est-à-dire que si la France extradait Abdeslam Bouchouareb, il serait avec d'autres détenus de droit commun dans une salle qui ferait 100 à 150 mètres carrés. C'est absolument impossible factuellement. Mais pour être sûr et pour que l'opinion publique algérienne puisse elle aussi être sûre, je demande à la justice algérienne de répondre à cet avocat général à travers les médias algériens pour dire voici les garanties que nous avons données à la justice française pour obtenir l'extradition de cet ancien ministre de l'Industrie. Ce point est absolument capital, car avec l'exemple de Rafik Khalifa, et vous savez que j'ai lu la convention judiciaire qui était signée entre la justice algérienne et la justice anglaise, l'Algérie avait donné des garanties très claires que Rafik Khalifa serait uniquement dans une cellule, ou bien seul, ou bien avec une autre personne. Donc je peux en témoigner encore une fois, via Shahr Ramadan el-Karim. Donc je crois que l'Algérie a tout intérêt à être transparente par rapport au dossier d'extradition de Abdeslam Bouchouareb. Pourquoi je vous parle de la nécessité pour notre justice d'être transparente? Pour une raison très très simple. Car tout le monde sait, en France et en Algérie, que ce monsieur est un homme politique corrompu. Un homme politique corrompu que l'État français, au plus haut niveau de l'État français, il bénéficie du soutien de la France. Et vous ne verrez jamais, jamais, un homme politique français dire qu'il faut absolument que ce ministre corrompu soit extradé en Algérie. Mais jamais. Comment ça se fait? Comment se fait-il que l'intelligentsia française soutienne ce ministre algérien corrompu? Comment ça se fait-il que des intellectuels, et je vais en prendre, je vais en citer, comment ça se fait que M. Michel Onfray ne dise pas qu'il faut absolument extrader ce ministre corrompu? Comment se fait-il que l'ambassadeur de France à Alger, jusqu'en 2017, pourquoi il ne demande pas à ce que ce ministre corrompu soit extradé en Algérie? Comment ça se fait qu'il n'en parle jamais? Comment ça se fait que l'ancien président français, François Hollande, ne dise pas il faut absolument extrader ce ministre algérien corrompu? Comment ça se fait que le ministre de l'Intérieur français, le grand Bruno Retailleau, pourquoi ils ne disent pas que ce ministre algérien corrompu doit être extradé? Nous devons lui enlever son autorisation de séjour et normalement il devrait être frappé d'un OQTF. Ah, c'est facile de frapper d'une obligation de quitter le territoire français des TikTokers ou des simples individus. Mais pourquoi M. Bruno Retailleau n'expulse pas un ministre algérien corrompu? La question se pose. Pourquoi s'acharne-t-il sur l'Algérie pour réclamer
la libération de cet auteur algéro-français, alors qu'il ne dit pas un traître mot, je dis bien, il ne dit pas un traître mot au sujet du ministre algérien corrompu. La question se pose quand même, non? Vous pensez pas? En tout cas, moi je pose la question et j'invite le peuple algérien à se poser aussi la question. Comment se fait-il que le ministre de l'Intérieur ne veuille pas expulser un homme politique algérien corrompu? Pourquoi il ne parle que des TikTokers, des simples individus qui critiquent les positions de la France? Comment se fait-il qu'il ne parle jamais de Abdeslam Bouchouareb, qui a été signalé par le scandale des Panama Papers? J'ai adressé à l'ensemble de la classe politique française les actes notariés de l'appartement qu'il avait au 21 quai Montebello, à Saint-Michel, en face de Notre-Dame. Mais il n'y a jamais eu de réponse. Comment se fait-il que le Premier ministre français ne parle jamais de Abdeslam Bouchouareb? Il parle uniquement de l'auteur algéro-français. Comment se fait-il que M. Bayrou protège un ministre corrompu comme M. Retailleau? Comment se fait-il que le juge antiterroriste, M. Mark Trevedich, qui est pourtant juge, pourquoi il ne demande pas à ce que Abdeslam Bouchouareb, le ministre algérien corrompu, soit jugé et expulsé? Comment ça se fait? Comment se fait-il un juge défende par son silence un ministre algérien corrompu? Ce même juge qui a appelé à renverser le régime algérien. Vous imaginez? Je lis. J'aimerais voir le régime algérien renversé. Vous imaginez? Pour la petite histoire, l'Algérie n'a pas porté plainte contre lui. Point d'interrogation. Vous savez comment ça s'appelle, ce type de déclaration? Cela s'appelle du terrorisme d'État. La déclaration du juge antiterroriste Mark Trevedich qui appelle au renversement du régime algérien, ce n'est ni plus ni moins que du terrorisme d'État. Oui, du terrorisme d'État. Alors, quand on voit notre ami Bruno Retailleau qui parle de réponse graduée, moi j'aimerais que la France ait un seul discours. Ok, vous voulez soutenir un auteur algéro-français qui est aujourd'hui dans un hôpital en Algérie, dans la section pénitentiaire, mais soyez cohérents avec vous-même. Expulsez le ministre algérien corrompu, Abdeslam Bouchouareb. Comme ça, au moins, vous êtes cohérent dans votre démarche, n'est-ce pas? Si vous recherchez la justice, il faut aussi que vous teniez compte de la justice algérienne, qui vous a apporté des preuves, et moi-même aussi, de la corruption de ce ministre algérien de la Défense, de l'Industrie. À moins que vous défendiez la corruption, monsieur Retailleau. C'est bien ça, non? Parce que quelle est l'autre lecture à avoir? Si ce n'est le fait que par votre silence, par votre refus d'agir à l'endroit du ministre algérien corrompu Abdeslam Bouchouareb, vous êtes en train de protéger, soutenir la corruption d'un homme. Mais votre alter ego anglais, lui, n'avait pas peur d'extrader un Algérien qui était soupçonné de corruption. Vous voyez la différence entre la France et l'Angleterre? L'Angleterre, elle est cohérente dans sa démarche. L'Angleterre, le ministre de l'Intérieur anglais, sur la base des documents envoyés par la justice algérienne, avait jugé tout à fait légitime que M. Rafik Khalifa soit extradé en Algérie. Car l'Angleterre, en aucune manière, ne pouvait accepter de dire que l'Angleterre soutient un homme soupçonné de corruption. Comment ça se fait que vous, M. Retailleau, vous ne dites rien sur l'affaire du ministre algérien corrompu Abdeslam Bouchouareb? Comment se fait-il que vous le laissiez se balader librement à Aix-en-Provence,
sans l'embêter, sans le frapper d'une OQTF. Est-ce que c'est normal, ça? Alors, pour la petite histoire, mes chers compatriotes, est-ce que vous savez que le jour même où je me suis rendu à la justice française librement, parce que j'avais un mandat d'arrêt délivré par les autorités françaises, le 5 octobre 2023, le jour même où j'ai été en garde à vue puis incarcéré, Monsieur Abdeslam Bouchouareb avait fait l'objet simplement d'un contrôle judiciaire. Il a juste remis son passeport. Extraordinaire, hein? Moi, ils m'ont mis en prison, les Français. Monsieur Macron m'a mis en prison avec un dossier créé de toutes pièces par le général Denis Favier qui est mis en examen aujourd'hui. Mais Monsieur Abdeslam Bouchouareb, qui défend les intérêts de la France, qui est frappé par 5 peines de 20 années de prison en Algérie, se balade tranquillement à Aix-en-Provence, le plus librement du monde, et profite de l'argent qu'il a volé à l'Algérie. C'est pas beau, ça? C'est beau, la France, hein? L'hypocrisie française dans toute sa splendeur, l'hypocrisie de l'État français. Mais, comme vous le savez, malheureusement, nous vivons une nouvelle étape de la guerre d'Algérie, de la bataille d'Alger, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Mais c'est de cela dont il s'agit. Vous savez, en état de guerre, il n'y a plus de principe, il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'éthique, il y a simplement des intérêts. La France défend des Algériens laïcs et corrompus. Leurs deux dénominateurs communs, c'est que ce sont des agents de normalisation avec Tel Aviv, c'est tout. Alors, le ministre de l'Intérieur, tous les jours, il répète la même chose, rapport de force avec l'Algérie. Vous vous rendez compte? À cause d'un homme, hein, le ministre de l'Intérieur français veut engager un rapport de force avec l'Algérie. Je vous ai dit la dernière fois, le but inavoué de l'État français, c'est de pousser à la démission notre président Sir Abdelmajid Tebboune en actionnant toute la 5e colonne qu'il y a aujourd'hui dans les institutions de notre beau pays. Eh oui, car il y a des gens, malheureusement, dans nos institutions qui défendent toujours les intérêts français comme Abdeslam Bouchouareb, comme cet auteur algéro-français. Alors, vous avez vu comment la France, dans le cadre de cette stratégie machiavélique, essaye de jeter le discrédit sur les fonctionnaires algéro-français qui travaillent dans les institutions françaises. Vous avez vu comment un fonctionnaire qui travaille au ministère des Finances est soupçonné d'espionnage. Vous vous rendez compte? C'est une façon de jeter le discrédit sur 5 millions d'Algériens. Tout le monde est visé dans cette histoire, car la France a une stratégie multiple. Elle touche la diaspora, elle touche la classe moyenne algérienne et elle touche les dignitaires du régime algérien. Eh oui, du gouvernement algérien, civil ou militaire. Eh oui, triple stratégie. Elle veut affaiblir tout ce qui ressemble de près ou de loin à l'Algérie ou à de l'algérianité. Alors, je vous ai déjà répondu la dernière fois, cette accusation, elle est fallacieuse. Pourquoi elle est fallacieuse? Car ce fonctionnaire qui travaille à Bercy, au ministère des Finances, en France, il est soupçonné de transmettre des informations financières ou fiscales au consulat d'Algérie à Créteil. Et là, je vous apporte la preuve que l'Algérie n'a pas besoin d'instrumentaliser des fonctionnaires. Regardez, ça c'est la convention d'entente judiciaire signée le 5 octobre 2016, entre l'Algérie et la France. Regardez, 5 octobre 2016. Vous voyez, c'est une convention d'entente judiciaire entre l'Algérie et la France. Qu'est-ce que dit l'article 13? Là, je vous le montre, c'est au journal officiel. Regardez, c'est au journal officiel. Et c'est paru au décret du journal officiel le 4 juin 2018. Regardez, 4 juin 2018. 4 juin 2018. Donc, l'article 13. Vous savez, c'est pénible de voir notre pays attaqué, notre pays qui ne répond pas. On n'a pas d'ambassadeur, on a une chaise vide, on a un consul général, je me demande ce qu'il fait à Paris, il ne parle pas aux médias, il dit rien, il ne se bat pas, il faut se battre. Vous savez, en justice,
Moi, par exemple, quand j'ai voulu me défendre tout seul, on m'a dit non, tu peux pas te défendre tout seul, il te faut un avocat. Mais la communauté algérienne, c'est pareil, elle peut pas se défendre tout seule. Elle a besoin de représentants. Si c'est pas un ambassadeur, c'est un consul général. Vous n'allez pas me dire qu'ils savent pas parler, nos consuls généraux ou pas? Ils savent parler quand même. Alors, l'article 13. L'article 13 de cette convention. Regardez. L'article 13. Il y a marqué « Demande d'information en matière bancaire ». Écoutez-moi bien. À la demande de la partie requérante, la partie requise fournit dans les délais les plus brefs tout renseignement concernant les comptes de toute nature détenus ou contrôlés dans une banque quelconque située sur son territoire par une personne physique ou morale, c'est-à-dire association ou entreprise, faisant l'objet, d'une enquête pénale dans la partie requérante. Mais c'est très clair, non? C'est très clair. Donc l'Algérie peut demander légalement aux autorités françaises toutes les informations bancaires concernant des citoyens algériens en France. C'est très clair. L'Algérie n'a pas besoin de faire appel à des fonctionnaires binationaux au ministère des Finances. Alors vous savez, il y a cette partie-là, il y a 5 points. 5 points. Je ne vais pas toutes vous les lire, vous pouvez les lire aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Deuxième point. À la demande de la partie requérante, la partie requise fournit les renseignements concernant des comptes bancaires identifiés et des opérations bancaires réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur. C'est très clair là aussi. Alors je continue. Vous savez, c'est extraordinaire quand même. Comment la France manipule l'opinion publique. Je continue. Troisième point. À la demande de la partie requérante, la partie requise suit, pendant une période déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande et en communique le résultat à la partie requérante. Les modalités pratiques de suivi sont convenues entre les autorités judiciaires de la partie requise et de la partie requérante, c'est-à-dire entre la justice algérienne et la justice française. Donc il n'y a aucun problème. Alors l'Algérie peut demander informations bancaires, immobilières, santé, elle peut tout demander. Et la France pareil, elle peut tout demander à l'Algérie, bancaire, immobilière, santé, sociale, tout demander. L'Algérie et la France s'entendent très très bien dans le cadre de cette convention d'entente judiciaire signée le 5 octobre 2016 et parue au journal officiel le 4 juin 2018. Donc, il ne faut pas manipuler l'opinion publique. Les textes sont très, très clairs. Alors, qu'est-ce que je peux dire? L'Algérie ou la France peut même demander des perquisitions, la saisie et le gel des avoirs, c'est-à-dire bloquer les comptes. C'est l'article 14. L'article 14, regardez. Perquisition, saisie et gel des avoirs. C'est beau, non? Allez, je vous dis les 3 points. La partie requise exécute dans la mesure où sa législation le lui permet les demandes de perquisition, de gel des avoirs et de saisie des pièces à conviction. 2. La partie requise informe la partie requérante du résultat de l'exécution des dites demandes. Et 3e point, la partie requérante se conforme à toute condition imposée par la partie requise quant aux objets saisis et remis à la partie requérante. Vous avez entendu? La partie requérante se conforme à toute condition imposée par la partie requise. En clair, c'est un partenariat total entre la justice algérienne et la justice française. Et en plus, il y a même l'article 15, produits et instruments de l'infraction. C'est-à-dire qu'ils s'entendent bien pour dire, voilà, tout ce que vous allez saisir à telle ou telle personne, vous le mettez bien sous séquestre et on va gérer ça tous les deux sans aucun problème. Ils peuvent transmettre les casiers judiciaires, ils peuvent échanger spontanément des informations, article 19, échange spontané d'informations, ils peuvent dénoncer aux fins de poursuite, bref, ils peuvent tout faire. Cette convention d'entente judiciaire entre l'Algérie et la France, c'est l'équivalent d'un mariage judiciaire entre la France et l'Algérie. Vous avez entendu? C'est un mariage. L'Algérie et la France s'entendent, excusez-moi l'expression, comme cul et chemise. Vous entendez ou pas? متفاهمين 100%. ما كاش خدشه بيناتهم.
Vous avez compris? Donc moi, je vous le dis, si l'Algérie s'en donne les moyens, Abdeslam Bouchouareb, en 24 heures, il est à Alger. Vous entendez? Dans le cas de cette convention d'entente judiciaire, je dis bien, en 24 heures, Abdeslam Bouchouareb est à Alger. Est-ce que vous avez compris le sens de mon message? Bon, Allah yarhamkum, portez-vous bien. J'invite tous les journalistes et l'élite algérienne à lire la convention d'entente judiciaire. Vous allez voir que tout ce qu'on dit dans les médias, c'est juste du théâtre. Ça me tenait? C'est du théâtre. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont des artistes dans notre pays. En tout cas, prenez soin de vous. Moi, je suis un simple citoyen qui est là pour vous éclairer. Barakallahu fikum. Et à très bientôt, Inch'Allah. Tahiyya al-Jazair.